L'ORTM, depuis 50 ans, nous célébrons le Mali. L'événement du jour a une portée historique. La Société de conserve du Mali, la SOCOMA, que le président Modibo Keïta s'apprête à inaugurer, est d'une portée historique. Elle place le jeune État indépendant du Mali au seuil de la vie industrielle. Mais pourquoi a-t-on eu l'idée d'installer une usine de fabrication de concentré de tomates? Si l'on sait que pour satisfaire les besoins du Mali, il faudrait importer chaque année plus de 1000 tonnes de concentré, et que par ailleurs le Mali est un pays producteur de tomates, la création de cette usine se justifie parfaitement. Mais la grosse production de tomates ne dure que 5 mois. Et une usine ne tournant que 5 mois donne des produits dont le prix de revient est beaucoup trop élevé. C'est pourquoi il a fallu associer une autre production, et la mangue était toute désignée, dont un tonnage important se perd chaque année. La construction de cette usine permettait donc d'une part d'économiser les devises habituellement utilisées pour l'importation du concentré, d'autre part d'obtenir une rentrée de devises qui pouvait être chiffrée à peu près à $1 million, ce qui n'est pas négligeable en exportant notre confiture de mangue. Les ouvriers des ateliers de Markala ont participé au montage de l'usine, aux côtés des techniciens bulgares et yougoslaves. La SONETRA, la Société nationale des travaux, a réalisé les travaux de génie civil. Cette œuvre est née de 2 accords de coopération qui nous lient, l'un à la Yougoslavie, l'autre à la Bulgarie. L'entreprise de Baginda est un des purs fruits de l'arbre planté le 22 septembre 1960 par notre peuple. Pour le président Modibo Keïta, la construction de la SOCOMA, peu de temps seulement après l'indépendance, est une fierté nationale, un pas vers l'économie d'indépendance à laquelle le jeune État aspire déjà. Certes, d'aucuns peuvent se demander, mais pourquoi tant de manifestations pour une usine? Je rappellerai tout simplement que le Soudan français a eu plus de 70 ans d'existence et que en 1964, c'est sa première usine. C'est sa première usine réelle, réalisée par son peuple. Donc si après 70 ans, nous inaugurons aujourd'hui cette première usine, c'est vous dire que si nous n'avions pas accepté en 1960 de nous engager résolument dans la voie de la construction socialiste, qui fait que les ressources du pays sont exploitées, utilisées au profit exclusif des populations, si nous avions suivi d'autres voies, la voie de la facilité, les voies qui font que les dirigeants africains peuvent se complaire dans la vie facile, dans les voitures, dans les villas, dans les palais, sans se fixer dans le peuple, sans rester soudés au peuple, sans partager les soucis, les préoccupations du peuple. Si nous avions attendu que des capitalistes étrangers parcourent des centaines, peut-être quelquefois des milliers de kilomètres pour venir en République du Mali, pays central, sans ouverture sur la mer, si nous avions attendu que ces capitalistes viennent ici investir pour assurer notre développement économique, eh bien, nous aurions attendu des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Moussa Konaté est resté directeur technique de la SOCOMA durant plusieurs années. Il fait partie des premiers Maliens envoyés en Yougoslavie pour une formation technique, en prélude justement à l'ouverture de l'usine. Il n'était plus retourné depuis sa retraite en 1990. Nous nous trouvons dans la salle appelée ligne technologique. C'est la salle dans laquelle tous les produits sont transformés, de la matière première au produit fini. Ici, c'est le départ de la ligne. La tomate est versée dans le bac de lavage. Le bac de lavage permet de nettoyer la tomate. Comme à la récolte de la tomate, il peut y avoir un peu de boue. Les tomates, les fruits qui sont tombés par terre sont amenés avec de la boue. Bon, dans le bac de lavage, il y a un compresseur qui envoie de l'air dans le bac de lavage.
ça donne un remue-ménage c'est comme si l'eau bouillonnait, quoi. Bon, là, ça nettoie la tomate. Il y a la chaîne qui transporte la tomate jusqu'à la broyeuse. C'est vers là. La broyeuse broie la tomate, ça structure la tomate, quoi. Ça écrase la tomate. Après la broyeuse, ça passe au passoire. Le passoire, c'est pour enlever les pépins et la fine peau de la tomate. Bon, le jus et la chair se retrouvaient dans un bac de réception. Un bac de 3000. Bon, à partir de ce bac maintenant, il y avait le poste de concentration qui comportait 2 évaporateurs. L'un est un évaporateur, l'autre on l'appelle concentrateur, mais le système de fonctionnement était le même. Après la concentration, c'est la pasteurisation. Le produit est chauffé jusqu'à 90 degrés dans un tunnel qu'on appelle pasteurisateur. À la sortie du pasteurisateur, la tomate passe dans la doseuse. Bon, la doseuse, comme le nom l'indique, c'est pour doser les boîtes. Les boîtes de concentré étaient dosées à 2 kg par boîte. Il y avait une section ferblanterie qui produisait les boîtes d'1 kg. À cette époque, c'était des boîtes d'1 kg. Bon, moi, j'ai parlé de boîtes de 2 kg. Ce sont les dernières phases de la production qui étaient conditionnées dans les boîtes de 2 kg. La chaîne de jus était à part. Tous les produits de l'usine étaient produits dans cette salle. Où sont parties les machines? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. De sa création en 1964 jusqu'à 1978, l'usine a évolué sous le nom de Socoma, Société des conserves du Mali. À cette époque, c'est une société entièrement étatique, avec des unités de production, la ferme d'État et l'usine. L'usine et la ferme se complètent. La ferme approvisionne l'usine en matière première, la tomate, et cette dernière se charge de sa transformation en concentré de tomate. Les paysans produisaient la tomate, encadrés par les experts de la ferme d'État, et approvisionnaient l'usine. Depuis que c'était la seule entité, jusqu'à la séparation, ça fonctionnait comme ça. Il y a plusieurs villages, comme même à l'office actuel, quand le périmètre a été aménagé, ils ont implanté divers villages le long du canal pour que les paysans exploitent le périmètre. Donc, dans chaque village, au niveau de chaque village, il y a des superficies qui étaient octroyées aux paysans de ces villages pour la production de la tomate, encadrée, comme je disais tout à l'heure, par les experts de la ferme d'État dans chaque village. Et les paysans entre eux se sont organisés en genre de coopérative pour défendre leurs intérêts au niveau de l'usine. Nous avons une capacité de 50 tonnes par jour. On travaillait à peu près 3 mois de l'année, 3 mois à 4 mois. Donc la capacité de production arrivait à 1500 à 2000 tonnes de tomates par an. Ce que l'usine n'achetait pas, nous on n'avait pas d'autres marchés découlés sauf le marché de Wolfsburg, le marché de Médine, l'ancien marché de Médine plus le grand marché. Notre déception a été ça. Avec l'ouverture de l'usine, nous étions vraiment satisfaits, nous étions contents. Vous avez dit ce que l'usine n'achetait pas, ça veut dire quoi? Ce que l'usine n'achetait pas, eh bien, la population était obligée d'utiliser ça d'une autre manière. Soit on le mettait au soleil pour le chercher, après on le pilait en le rendant en poudre, comme la tomate par exemple. Si tu amènes à l'usine et que l'usine ne prend pas, tu es obligé de chercher un autre moyen de couler ça. Le prix était fixé par l'usine et l'usine seule était la maîtresse de la situation. Elle donnait le prix qu'elle veut. Les prix étaient fixés unilatéralement par l'usine. C'est comme ça, malheureusement, que ça marchait. Et des fois, les paysans voulaient chercher des augmentations. Et c'est d'abord au niveau du prix, c'est le premier type de problème qu'il y avait. Et puis, il faut dire que c'est une industrie alimentaire. Et nécessairement, il y a un problème de qualité qui se pose pour l'usine. Parce qu'on ne prend pas n'importe quel... On ne peut pas
accepter n'importe quelle tomate. Il y a un problème de choix, il y a un problème de couleur. Il faut de la tomate assez rouge, avec un degré qu'on appelle résidu sec, c'est technique, assez élevé. Bon, c'est un pays chaud, vers le mois de mars-avril, déjà les coups de soleil sont assez brûlants et la tomate perd un peu de couleur rouge, ça devient un peu jaune. Donc l'usine fait des triages qui ne plaisent pas toujours aux paysans, bien sûr. On est obligé de rejeter la qualité qui ne convient pas. Et là, les paysans s'organisent pour protester. Bon, ça, c'est un autre type de problème qui arrive. Bon, on cherche à organiser ça toujours à s'entendre, en fixant un prix un peu inférieur à l'autre et nous arrangeons pour toujours qu'il n'y ait pas de problème entre les paysans et nous. Selon certaines informations, la Socoma, comme les toutes premières unités industrielles du Mali, ont utilisé du bois pour produire l'électricité. Une atteinte à la forêt donc, mais nécessité fait la loi. On n'avait qu'une seule production d'énergie qui était la centrale de Dar es Salaam, dont les gens étaient obligés de mettre du bois sous la marmite de chauffage du jus d'orange. C'est à cause de ça même que la déforestation a commencé. La production de tomates et consorts se fait à partir de la vapeur, pas de bois là-bas. Bon, c'est le bois qui est utilisé ici. L'usine a démarré avec le mazout, le chauffage au mazout. Bon, avec le temps, on a transformé le chauffage du mazout au chauffage en coque d'arachide par manque de fourniture de mazout. La coque d'arachide venait de Pulkouro, de la CEPOM. Pour les mêmes motifs, par manque de coque suffisant, de coque d'arachide suffisante pour la production, on a préféré virer au chauffage au bois. La relation de complémentarité entre l'usine et la ferme commence à se dégrader à partir de 1975. Et en 1978, c'est la séparation totale des deux unités de production à cause de leurs difficultés respectives. Le gouvernement prend donc l'initiative de relancer les activités de l'entreprise. Il crée une société d'économie mixte. La Socoma devient alors la SOCAM, la Société des conserves alimentaires du Mali, et plus tard la Socoma SA.